Salut Julien, Salut Julien. comment ça va? Eh bien, écoute, pleine forme. Très heureux de participer à ton podcast. Merci pour l'invitation. Et très heureux de te recevoir. On a pu déjà échanger un petit peu, donc je suis sûr qu'on va apporter beaucoup de qualité sur ce podcast-là. Je te remercie parce que ça fait un petit moment que je te suis et j'aime beaucoup la valeur que tu apportes, un, autour de la négociation et deux, sur l'approche que tu as, notamment vis-à-vis de la science de l'influence et de la persuasion. Donc je pense qu'on va aborder pas mal de sujets qui risquent d'être intéressants pour les auditeurs. Julien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julien, je suis négociateur professionnel, c'est-à-dire que mon métier, il est de former, d'accompagner, d'assister des organisations, des entreprises vraiment sur la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Et très rapidement pour le parcours, moi je suis un pur produit de l'entreprise, donc j'ai un peu plus de 10 ans, cabinet de conseil, société d'édition de logiciels sur des fonctions commerciales et managériales. Donc je viens vraiment de la vente, j'ai fait de la prospection dans tous les sens. Mes premiers amours quand j'étais étudiant, d'ailleurs, je vendais des télés, des home cinéma chez un concurrent voilà, une grande chaîne de distribution, voilà, spécialisée là-dedans. Et j'ai adoré. Et puis au bout de 10 ans, ouais, je suis passionné de négo, donc je reprends mes études. Je fais un doctorat sur le thème de la négo. Et puis 2016, je monte mon institut. Et donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul métier, c'est la négo, et on ne fait que ça. Il me semble que tu as quand même un large panel de clients. Est-ce que tu peux peut-être détailler, enfin détailler, préciser qui fait appel à toi aujourd'hui? Ouais, alors majoritairement aujourd'hui, c'est pas forcément voulu, mais c'est plus des entreprises assez grosses, type CAC 40. On va avoir des entreprises dans l'énergie, on va avoir des entreprises dans le secteur bancaire, dans l'assurance, dans la grande distribution. Je parle de major à chaque fois, hein, euh, dans différents secteurs. Après, on a des départements qui sont plutôt commerciaux, on a des RH, on a des directeurs de projet, on a beaucoup de hauts potentiels. Donc, c'est des gens qui sont assez transverses sur plein de fonctions. Et puis, j'ai effectivement aussi police et gendarmerie, notamment sur la gendarmerie, on accompagne les hauts potentiels et des cohortes des fois de négociateurs en région. Et en fait, moi, si tu veux, mon travail n'est pas sur le sujet. C'est-à-dire, j'ai pas d'expertise dans le métier des gens. Moi, mon expertise est vraiment sur la mécanique de décision. C'est-à-dire, c'est comment tu amènes quelqu'un qui peut te dire non et te dire oui. La mécanique reste toujours la même. Et puis, j'ai la chance, parce que je suis sur une niche, il y a peu de personnes qui font de la négo, mais de l'enseigner à HEC, à l'ENA, à Sciences Po et à la Sorbonne. Donc voilà à peu près sur le prise d'intervention. Et puis, on s'est lancé dans le B2C euh, il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus d'infopreneurs, de solopreneurs ou de personnes qui veulent nous contacter directement sans passer par leur département RH ou recrutement et qui souhaitent se former vraiment à la négo grâce au CPF notamment, qui est une superbe opportunité de le partager au plus grand nombre quasi gratuitement pour les gens qui font appel à nos services. Ok, parfait. Merci pour le balayage du background. Je rajoute un petit Elix aussi, Ouais, comme ça, hein. un petit TEDx comme ça, ouais, j'ai eu la chance de faire un TEDx qui a pas trop mal fonctionné, parce que je crois qu'aujourd'hui, il est dans le top 5 de tous les TEDx francophones. Il a dépassé le million de vues et il est sur la négociation. Négociation, ne cherchez pas le compromis. C'était une belle aventure. Mais c'est 6 mois de travail, hein. Moi, Euh, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ou le plus long dans l'organisation de ce TEDx? Bah, c'est tout, quoi. C'est, en fait, je pense que un des problèmes qu'on retrouve beaucoup dans la vente, de manière générale, parce que ce matin c'est marrant, j'ai enregistré une masterclass sur tout ce qui est soutenance, établissement d'un devis, réponse à appel d'offres, euh, parce que j'en reçois beaucoup de personnes que je coach là-dessus, ou même de personnes qui envoient des documents, tu sais, de fusion-acquisition de M&A, qui veulent se faire racheter. Et en fait, les documents que je vois à chaque fois, les gens le font pour se rassurer ou pour parler à leur père, PAIRE. Et le piège que j'ai eu dans le TEDx, c'est que ma première version, ma première écriture était beaucoup, beaucoup trop technique et c'est comme si je voulais rassurer l'auditoire que je savais de quoi je parlais. Et en fait, le plus dur, ça a été de le simplifier euh, et, et d'en faire un message qui soit compréhensible par le plus grand nombre. Parce qu'entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que l'autre entend, comprend et retient, t'as beaucoup de déperdition. Et vraiment le parallèle des trucs de soutenance, c'est que généralement les gens qui envoient des soutenances, des devis et tout ça, c'est toujours très 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 technique. C'est comme s'ils voulaient se rassurer, mais ils mettent pas en avant les bénéfices ou les avantages dans l'environnement et dans l'écosystème de la personne qui va le lire.
C'est comme s'il y avait l'enjeu qui faisait qu'on oublie un petit peu de s'adapter au contexte. Ouais, mais des fois, des fois, il y a même pas d'enjeu, hein. Tu t'envoies des devis et en fait, il y a pas très longtemps, j'ai reçu encore un devis d'une personne qui était sur de l'expertise comptable, qui m'a demandé de retravailler son document. Et il est très bon, mais c'était très, très, très technique. Et je dis, tu te mets pas là au niveau de la personne qui veut t'acheter. Parce que toi, ça te rassure de dire que tu fais ça, ça, ça et ça, mais lui, il y connaît rien. Par contre, c'est pas de tes caractéristiques qui sont vraiment pratico-pratiques et qui parleront à personne. Ah, c'est quoi l'avantage, c'est quoi le bénéfice de faire appel à ces services là-dessus, quoi. Ouais, je comprends. Est-ce que je peux juste revenir sur un point que tu as mis en avant tout à l'heure? Tu as commencé plutôt dans la vente. Ouais. Qu'est-ce qui t'a animé? C'est peut-être, je sais pas, la vision, ou qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, ok, je vais faire un doctorat en égo et je vais préciser mon activité plutôt de ce côté-là? Euh, c'est deux choses. Le doctorat, c'était vraiment une appétence pour la lecture parce que je m'y suis mis tardivement, mais ouais, au bout de 5 ans de pratique, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'inventer la roue et que quand tu te formais avec des gens qui avaient déjà écrit des choses, à l'époque il n'y avait pas beaucoup enfin il n'y avait pas de e-learning, enfin ça n'existait pas, il n'y avait pas de formation online. C'était la fin des années 2000. Mais bah, tu gagnais du temps, quoi. Donc j'ai commencé à lire des ouvrages sur la négo, vraiment sur la négo, je trouvais ça passionnant. Et puis je suis devenu un boulimique de lecture parce que j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé, comme je faisais j'étais enseignant vacataire à ce moment-là à la Sorbonne. Je suis allé voir le directeur de la Sorbonne, enfin de l'UFR d'éco-gestion de la Sorbonne. Je lui ai dit voilà, j'aimerais bien structurer un petit peu toutes mes lectures et faire un doctorat. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit bah allons-y, allons-y. Tu serais le premier à avoir une activité professionnelle, enfin qui ne veut pas faire d'enseignement universitaire, à faire un doctorat sur ce sujet. Donc vas-y. Et ça a amené un côté très différenciant parce que tu vois, t'as beaucoup de professeurs de management ou de leadership ou dans les facs, mais qui ont jamais managé. T'as beaucoup de professeurs de vente qui ont jamais vendu. Oui, Mais moi, en théorie, oui. c'était la démarche complètement inverse. C'est que je voulais faire mes études après. Enfin, je rentrais pas là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une vision ou quelque chose qui t'anime en particulier? Tu sais, on parle que les entrepreneurs doivent avoir un why, un pourquoi, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de ton côté? Ouais, mais il est très égoïste, le mien. Et alors c'est un mot qui est beaucoup pris, enfin qui est vraiment à la mode aujourd'hui chez les infopreneurs et tout ça. Mais pour moi, ça a toujours été mon leitmotiv, c'est la liberté. Euh, c'est- Au départ, c'était une liberté intellectuelle. Tu vois, de penser mon modèle, de faire la manière dont j'avais envie de faire, à partir du moment où ça fonctionne, de pas rentrer dans un cadre trop fermé. Je suis vraiment, si je vais faire un oxymore, je suis prisonnier de ma liberté. C'est quelque chose qui vient, qui me prend en trip. Et puis après, j'ai une liberté, après cette liberté intellectuelle, j'ai une liberté d'emploi du temps, une liberté financière, parce que j'ai la chance de gagner un peu plus d'argent que j'en dépense. Et donc, quand tu mets toutes ces libertés, c'est une vie qui est quand même assez géniale, l'entrepreneuriat et ça. Même si je veux quand même m'inscrire en faux avec beaucoup de choses qu'on voit sur LinkedIn, c'est que généralement, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est génial parce que tu es libre, ce qui est vrai. Mais attention au biais du survivant. C'est qu'on Bien prend sûr. toujours ceux qui ont réussi. Je rappelle que, alors moi je suis pas sur une micro ou une auto-entreprise, mais le salaire moyen auto-entreprise annuel, tu sais à combien il est? En France, il est à 9 500 € en moyenne. Tu prends tous les auto-entrepreneurs, ils sont en moyenne à 9 500 €. C'est-à-dire que tu vis pas. Il y en a 95% qui sont en difficulté. Et là, la vie, elle est pas sexy parce que t'es pas libre, parce que tu penses à ton travail jour et nuit, parce que tu as une pression financière, t'as plein de choses. Mais par contre, c'est vrai que quand tu as la chance de faire partie des Happy Few, c'est un mode de vie qui est quand même assez improbable et incroyable. J'ai mal dû poser ma question, je suis désolé, Jules, mais qu'est-ce qui t'a donné, enfin, qu'est-ce qui t'a animé dans cette voie-là en particulier dans la négo? T'as eu envie, en fait, vraiment de Ah, préciser ce côté-là. ouais, alors au-delà de la liberté, tu vois, c'est des rencontres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie en fait que tu choisis pas beaucoup ou tu t'en rends pas compte. Et tu Ouais. fais des... Non, mais tu vois, tu as l'impression d'avoir choisi et en fait, c'est t'as rencontré des personnes, tu as une appétence à quelque chose ou en tout cas, tu te rends compte que tu es plus mauvais quand tu fais d'autres choses. Moi, la vente m'a toujours plu. Le doctorat permettait de structurer mes lectures et puis surtout, j'ai rencontré des gens qui venaient de différents univers de la négociation pendant le doctorat. Et c'est ça qui m'a dit, je veux en vivre, quoi. J'avais rencontré des gens qui faisaient partie d'unités d'intervention, gendarmerie ou police, des gens qui avaient ramené la méthode Harvard. Enfin, j'ai rencontré énormément de monde parce qu'avec LinkedIn, alors aujourd'hui c'est peut-être moins le cas, mais en 2010, d'envoyer un message, bonjour Julien, je trouve que ce que tu fais c'est génial, est-ce qu'on pourrait en parler autour d'un café?
j'ai 90% des gens qui m'ont dit oui. Et une fois que tu as rencontré Julien, Pierre, Paul et Jacques, et ben, quand tu vas voir Marc, il te dit ah ouais, ben, j'étais avec Julien, on avait fait ça ensemble. Je dis, ah, putain, mais je l'ai rencontré il y a 2 mois, boum. Et après, tu crantes et ça va très, 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 très vite, très, très simplement, fin des années 2000, début 2010, quoi. Donc, Ok, c'est des rencontres, une appétence, et après, quand tu fais un truc où t'es pas trop mauvais et que tu gagnes de l'argent, bah, tu continues, tu persistes un peu, quoi. tant qu'à faire, tant Ouais, qu'à faire, et autant puis creuser, hein. ouais, tu prends du plaisir, tu vois, c'est comme beaucoup de choses. C'est quand t'es pas mauvais, quand t'es bon, tu y prends du plaisir. Et plus tu y prends du plaisir, plus tu as envie de t'améliorer. Donc, moi, j'ai Cercle vraiment eu vertueux. ouais, j'ai trouvé ma place et j'ai trouvé ça. J'ai de la chance, je l'ai trouvé assez jeune, vers dans les 35 ans, et maintenant j'ai beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai. Bon. Je voulais aussi mettre un point en avant. On partage, on a la même vision là-dessus, mais pour les auditeurs ou ceux qui nous regardent, est-ce que tu fais une différence entre la négo et la vente? Bah, c'est pas toujours évident. Même moi, je suis pas toujours aligné là-dessus. Euh, Tu vois, enfin, la négociation, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de te dire non. T'as des gens qui vont te dire que la négociation commence quand t'as un non, que le processus de vente est plus large. Je, je pense qu'il y a des différences parce que quand tu regardes certains travaux en psychologie sociale, notamment le travail de Cialdini, de Kahneman et tout ça, faire un processus de vente par plaquette, par soutenance, tu vois, la façon dont tu vas rédiger ton script sur ton site internet, c'est un processus qui est quand même assez différent de la négociation. Ouais. La négociation, tu es vraiment dans une dynamique d'écoute. Je pense que je sais pas encore forcément très 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 bien faire. Jusqu'à présent, je mettais la vente dans le processus de négociation. Sachant que pour moi, le closing est vraiment un processus à part entière de la négo. C'est un truc très spécifique. Euh, Peut-être que la vente, c'est le fait de mettre en avant un produit, et la négociation, c'est de se mettre d'accord. Mais c'est pas toujours très, très simple et très évident. C'est souvent une question de vocabulaire. En tout cas, tu as les mêmes fondamentaux, les mêmes étapes à peu de choses près mais tu vas avoir des petites différences sur la forme. Comment on devient un... Non, déjà, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'une bonne négociation? Une bonne négociation, bah, c'est deux choses. C'est un, obtenir le maximum de ce qu'on souhaite et pas avoir un accord. Et deux, c'est respecter son interlocuteur. Donc il y a deux dimensions. Tu as la dimension du problème et des personnes. C'est-à-dire que, tu vois, tu cherches pas à obtenir ce que tu veux. Tu cherches à obtenir le maximum de la situation. Si je veux te vendre pour 100 000 et que tu as un budget de 110 000, est-ce que si j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai fait une bonne négo? Je sais pas dire. Ouais. J'ai laissé 10 000 sur la table, c'est dommage, quoi. Et puis à l'autre bout, je veux te vendre pour 100 000 et t'as 97 000. Je pourrais faire une superbe négo sans obtenir ce que je voulais. Donc en fait, c'est décorrélé de l'objectif parce que l'objectif, généralement, c'est qu'une compréhension partielle d'une situation à un moment donné. Donc il y a vraiment cette volonté d'obtenir le maximum de la situation. Et puis le deuxième, tu peux pas le faire avec de la frustration, de la colère chaude. Donc tu dois vraiment respecter ton interlocuteur. Mais t'es pas responsable de maintenir la relation. Tu vois, la différence, elle est fine. C'est difficile d'ailleurs de se dire qu'est-ce qui est dans ma responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est plus, quoi. Bah, c'est pas ma responsabilité que tu m'aimes ou que tu m'apprécies. Ma responsabilité, c'est de te respecter. C'est de t'apporter de la considération. Je te fais un gâteau au chocolat. Tu le prends pas, ça t'appartient. Mais je t'ai fait un gâteau au chocolat. Donc je rentrerai pas dans un processus de culpabilisation en mode Julien, attends, après tout ce qu'on a fait, s'il te plaît, fais un effort, viens, je te demande une petite concession. Et pour être aimé, je vais me compromettre. Pour être aimé, je vais faire potentiellement un compromis. Non, je cherche pas à être aimé, je cherche à être respecté. C'est intéressant parce que on a beaucoup de vendeurs et de commerciaux qui ont du mal à se libérer du regard de l'autre et qui pensent que une bonne vente passe par une bonne relation. Et ce besoin de plaire, il est vraiment catastrophique. Il est Mm. chaotique pour beaucoup de commerciaux et de ventes qui sont perdus parce qu'en fait, tu penses d'abord à je vais essayer de préserver ou de créer une bonne relation, mais avant en fait de penser à entre guillemets la vente et de ce qui est le plus important. Comment on peut se libérer de ça? Euh, on va voir un psy. Non, mais c'est dit avec de l'humour, mais c'est très sincère. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu parles d'empathie, les gens vont généralement définissent mal l'empathie, mais qui est une capacité de compréhension intellectuelle des émotions de l'autre. Mais la première forme d'empathie, c'est déjà de se poser les questions, nous, individuellement, qu'est-ce qui fait que quand l'autre me coupe la parole, ça me met en colère? Qu'est-ce qui fait que quand il me dit ça, j'ai envie d'avoir raison? Tu vois, quelles sont les émotions que ça joue chez moi déjà? Et la réalité, c'est que je peux pas influencer le référentiel ou le système de décision de mon interlocuteur si moi-même,
je comprends pas ce qui m'anime. Et donc la première empathie est très égoïste, elle est vraiment auto-centrée vers nous. Et c'est pour ça que quand je dis voir un psy, c'est pour moi ce qui fait la différence entre les bons closers, les bons vendeurs, les bons négociateurs et ceux qui vont top performer. C'est que tu comprends ce qui se joue à l'instant T chez toi. C'est une vraie introspection. Alors, tu peux l'avoir avec de la psychologie, tu peux l'avoir avec de la méditation, avec de l'accompagnement thérapeutique, un peu moins du coaching, parce que le coaching est un peu différent, et vraiment sur une notion de performance et moins d'introspection, je pense, sur ces sujets-là. Mais c'est vraiment, c'est, il faut se trouver soi pour que les gens nous trouvent. Et je pense, tu vois, la négociation, c'est vraiment un chemin de vie, hein. C'est comment tu te trouves toi, et après, ça sera plus simple. Moi, je trouve que de ce qu'il y a de beau dans la vente, dans le closing et dans la négo, pour moi, c'est un énorme miroir et une projection Hmm. finalement de comment tu te traites finalement et comment tu fonctionnes parce que toutes tes croyances, tes peurs et tes blessures vont venir te péter à la tronche sur l'entretien en fait parce que bah, la manière dont tu vas peut-être ajuster, écouter, essayer de connecter à l'autre aussi est beaucoup liée finalement à bah, comment tu te vois. Et cet effet miroir, il est vraiment hyper parlant, je trouve, dans un échange commercial ou de négociation. Totalement. Et ça veut dire que l'inverse est totalement vrai. Quand l'autre te questionne ou argumente, ça parle de lui, de sa représentation du monde, de ce qui fait sens ou pas sens à l'instant T. Et donc, il nous apprend énormément quand il argumente, plus que quand il questionne. Tu as mis un point qui était important, c'est que on ne démarre pas une négo sans objectif. Donc Mhm. ça c'est important. Est-ce qu'il y a c'est quoi les autres points peut-être qui sont vraiment cruciaux pour justement bien driver sa négo? Ouais. L'objectif, nous, on appelle ça cette notion d'état final partagé. C'est-à-dire, c'est une vision, c'est là où on veut aller, mais qui doit pas être trop enfermante, parce que ça se trouve, on peut faire plus, ça se trouve, c'est moins. Donc, c'est vraiment derrière une attente ou quelque chose de très lié aux critères, c'est vraiment les enjeux qu'on va venir définir. Après, les choses qu'on va préparer aussi en amont, ça va être notre mindset. C'est quoi l'objectif qu'on se fixe aussi en mindset, en état d'esprit? Qu'est-ce que je veux C'est-à-dire, ben, c'est quoi les émotions que j'aimerais ressentir dans la négociation? Qu'est-ce que j'aimerais éviter? Si j'ai ce type d'émotions, à quoi c'est lié? Donc, comment est-ce que je peux travailler à travers de la préparation mentale, vraiment, cette partie-là? Parce que tu peux avoir la meilleure technique du monde. Si tu es face à un client, quelle que soit ta négo qui te met un coup de pression, t'as plus accès à rien. Toi, tu étais en état de sidération et tu peux être le meilleur technicien. Si t'es pas préparé mentalement, comme dans un sport, quand l'enjeu est plus important que ce que tu es en train de faire, et ben t'en perds tes moyens. Donc c'est vraiment cette partie de préparation mentale qui est extrêmement importante. Après, enfin, nous, on a quatre dimensions sur la préparation. On a la dimension du problème, c'est-à-dire c'est quoi la substance, qu'est-ce qu'on veut, quel est le minimum que je suis prêt à concéder, mais je dois y faire très attention à ça. Euh, parce que c'est autant un allié qu'un ennemi. C'est-à-dire que si je veux te vendre mon téléphone pour 1000 et que je me dis, bah, le minimum c'est 900, en dessous de 900, je suis plus rentable, c'est cool parce que je sais qu'à 800, ça fait pas sens pour moi de te vendre ou de closer. Mais d'un autre côté, c'est un énorme ancrage qui me tire vers le bas. Tu vois? Donc en fait, c'est bien d'avoir des plans B, c'est bien d'avoir des alternatives, mais pas trop paradoxalement en tête parce que sinon elles vont nous driver vers. On va être dans une dimension de moins 10 ans. Et le but de la négo, je le répète, c'est d'être surtout au plus 10 ans, quoi. ça me fait venir sur un point qui est aussi pour moi primordial bah, d'ailleurs dans la performance commerciale et d'un bon commercial. Je pense que c'est aussi un point qui est crucial pour un bon négociateur parce que tu l'as mis en avant là sur ce que tu viens de partager. C'est l'importance des soft skills. Moi, j'ai une forte croyance que le must-have en fait à développer en matière de compétences, c'est justement ces compétences-là. Mhm. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur ce sujet? Parce que j'aimerais bien aussi qu'on navigue un peu sur la gestion émotionnelle qui, euh, qui forcément vient impacter pas mal de commerciaux, mais qui, je pense, en plus, dans une négociation, notamment une négociation complexe, doit être vraiment quand même assez complexe à gérer. Ouais, bah, c'est une étude qui est très vieille, mais qui était du Carnegie Institute of Technology, qui disait que 85% d'un succès professionnel est lié à la capacité à écouter, communiquer et négocier. 85%. Ça veut dire qu'il n'y a que 15% de ton succès pro qui est lié à ton expertise métier, technique. Donc tu vois, c'est extrêmement faible. Quand tu sais qu'en plus, alors, en fonction des études, personne ne sait dire, mais c'est une projection, en 2030, 2040, il y a 80% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Tu vois, il faut dépasser.
cette expertise technique. C'est ceux qui performent dans l'entreprise, chez les RH, chez les comptables, chez les chefs de projet, c'est pas ceux qui sont que bons techniquement. C'est ceux qui ont cette capacité à écouter, à communiquer, à créer du lien, à négocier, à avoir des accords, à trouver des solutions aux problèmes. Et moi, j'ai de plus en plus de cabinets de conseil, d'audit notamment, donc dans les Big Four que je pourrais pas nommer, j'en ai deux, où on forme des associés, donc des gens qui techniquement ont une puissance improbable et en fait qui veulent être accompagnés sur cette capacité à comprendre, à créer du lien, à écouter et en fait à dépasser cette expertise technique parce qu'ils se rendent compte que c'est pas ça qui vend. Et comment on entraîne en fait cette compétence-là, qui est plus qu'invisible qu'autre chose? Bah, elle est invisible, mais bah, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on forme à la négociation, on va les accompagner, puis on va leur faire prendre conscience, c'est de la prise de conscience à travers des simulations, à travers des échanges, que l'expertise métier n'est pas suffisante pour obtenir le maximum de la situation. Elle permet de temps en temps d'avoir un accord, mais c'est pas ça qui fait que tu te démarques dans un écosystème extrêmement compétitif où tout le monde est le meilleur techniquement. Tu vois? Au contraire, c'est pas suffisant du tout. Ça va se jouer sur autre chose. Et puis, puis il y a un piège sur l'expertise. C'est que plus les gens sont experts, plus quand ils rentrent dans une interaction et que tu leur dis j'ai ça comme problème, ils ont ça comme réponse. Sauf que tu as une unicité de temps, de lieu, d'action et de personne. Chaque négociation est unique, chaque client est unique. Et tu peux pas appliquer des solutions qui ont fonctionné avec d'autres personnes pour des nouveaux clients. Ça fera pas sens totalement. Et si tu veux, moi, ce que je leur donne en métaphore, c'est que je leur dis votre expertise technique, c'est un parachute. Si tu sors de l'avion et que tu ouvres ton parachute, il se passe rien. Tu sautes de l'avion et là, chute libre. Tu embrasses l'incertitude de ton client. T'écoutes. Tu questionnes. Il t'emmène dans des endroits que tu n'avais pas du tout prévus. Tu essayes de comprendre. Et à partir du moment où tu perds complètement pied, tu ouvres ton parachute, tu ouvres ton expertise technique. Et là, tu commences à réassembler les morceaux de ton puzzle et de faire quelque chose. Mais tu t'es permis de comprendre, tu t'es permis d'écouter, de créer du lien, de te différencier, de créer de la confiance, de diminuer la peur. Donc ça te permet plein de choses en fait. C'est vraiment ça la métaphore qu'il faut avoir, c'est que cette notion de soft skills, elle permet de se sublimer. Hyper intéressant comme métaphore. Merci pour l'exemple. J'aimerais bien qu'on continue juste un petit peu sur cette partie gestion émotionnelle. C'est quoi la situation de négo la plus complexe ou tendue que tu as dû affronter? Tu peux en parler? Sans Bah, peut-être donner les noms ou autre, mais non, mais c'est très simple. Bien sûr, je peux t'en parler, c'est mon fils. d'accord. Non, mais en fait, moi, dans mon quotidien, si tu veux, mon bonheur ne dépend pas de l'autre et mon malheur ne dépend pas de l'autre. Et mon métier, c'est que dans beaucoup de situations, je négocie pour le tir d'autres personnes. Donc, je suis pas impacté par l'enjeu. J'ai pas d'engagement de résultat, j'ai juste un engagement de moyens, d'être la meilleure version de moi-même. Et je suis bien entouré, on a des gens qui sont extrêmement compétents autour de nous dans l'équipe de l'Institut NERA. Et notre travail, c'est de prendre de la distance, de la hauteur. On se prépare à ça tous les jours. Mon fils, c'est compliqué pour moi de lui dire non. Parce que je suis engagé émotionnellement, parce que en fait il le sait et que il y a plein de choses qui sont pas négociables. Tu vois, la négociation, je te disais, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Moi, mon fils, quand il est 8h30 que je lui dis bah on va se coucher, qu'il me dit non, bah, tu vois, j'utilise la règle. Je dis ouais, mais mon cœur. Alors déjà, je négocie. Je dis ok, je te fais une dernière histoire et on va se coucher. Il me dit oui. Dernière histoire et puis après, tu vois, tu lui as donné la main, il te prend le bras, il te dit ouais, mais je veux toujours pas me coucher. Bah, tu lui dis ok, mais à quelle heure on se couche dans la semaine? 8h30. Il me dit ouais, et bah je lui dis il est 8h30 passé, on va au lit. S'il me dit non, en fait au-dessus c'est le pénal pour moi, c'est le rapport à la force. Mais tu vois, je ne peux pas lui dire non. Dire non à mon fils en négociation, c'est dire j'accepte le désaccord et je le respecte. Mais par contre, tu ne dors pas à la maison, tu vas dormir dans la rue. Tu vois, c'est pas possible avec un enfant de 5 ans. Compliqué, Mais, ouais. ouais, mais pourquoi je te dis ça? Parce que vu que je peux pas dire non à mon fils, ce n'est pas un processus de négociation. Tu vois, c'est très complexe. Mais ça veut dire dans le business, le jour où tu as un manager, le jour où tu as un client, le jour où tu as un patron qui te dit tu négocies avec telle entité, tu fais ce que tu veux sur l'augmentation des prix, mais tu peux pas perdre ce client. Ce n'est pas de la négociation. Tu vois? Parce que tu n'as pas la capacité de lui dire non. C'est un simulacre, c'est du bluff, c'est tout ce que tu veux, c'est de la manipulation et tout ça. Mais si l'autre n'a pas la capacité de te dire non, et si tu n'as pas la capacité toi de lui dire non, tu n'es pas dans un processus de négociation. Lui dire non et respecter son choix. Tu peux négocier avec ta conjointe, tu peux dire écoute, on voit pas la vie de la même manière, je t'invite à ce qu'on puisse se séparer, qu'on puisse se reconstruire individuellement. Oui,
mais je peux pas dire ça à mon fils, parce que mon fils, je suis lié, enfin, jusqu'à ses 18 ans en tout cas. Euh, et donc, ouais, les négociations les plus difficiles, c'est les négociations où tu peux pas dire non. C'est les négociations où le bonheur ou le malheur de l'autre fait que t'as pas de lucidité, t'es pas dans une dynamique d'empathie, mais vraiment de sympathie. Tu es en transfert. Est-ce C'est que ça veut ça. dire que, est-ce que ça veut dire que plus tu es impliqué, finalement, parce que tu parlais de prise de recul, est-ce que ça veut dire que plus tu es impliqué et moins tu es agile sur ton ego et Moins lucide? moins t'es bon tout court. Ouais. Plus t'es impliqué et quand t'es impliqué, en fait, c'est que tu veux contrôler quelque chose qui dépend pas de toi. Tu veux contrôler l'issue de la négociation. Est-ce que je peux contrôler le fait que tu me dises oui? Non. Non? Est-ce que je peux contrôler le fait que tu t'engages sur telle valeur, tel volume? Non. Est-ce que je peux contrôler le fait qu'on a un call maintenant et qu'il faut que ça soit signé avant 16 heures? Non. Plus je veux contrôler tout ça, plus c'est important pour moi d'avoir un accord, plus j'ai besoin d'avoir un accord, moins je suis bon négociateur. Tu vois, on en revient toujours à des concepts très, très simples, mais qu'on retrouve dans des religions, notamment par exemple le stoïcisme, qui n'est pas une religion, mais qui est une philosophie. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la perception de ce qui nous entoure. Je peux pas contrôler le fait d'être riche, d'être en bonne santé, tout ça, mais je peux contrôler ma perception du monde qui m'entoure. Tu retrouves dans la philosophie indienne avec le moksha. Là, tu as quatre piliers, tu as le dharma, l'artha, le kama et le moksha. Et le moksha, c'est vraiment cette notion de se détacher d'eux, se libérer d'eux, ce que tu retrouves dans le bouddhisme. Si tu arrives à te libérer, te détacher des conséquences de ce que tu es en train de faire et que tu te ressens sur toi, tu deviens un bien meilleur négociateur. Et ça, Ok, c'est un cheminement de vie, hein. C'est extrêmement compliqué. Parce que tu as des gens qui te diront, mais moi, je peux pas ne pas avoir d'accord. Ou si j'ai pas d'accord, ça va être compliqué pour ma communauté ou pour ma famille. Et, et tant qu'on est otage de nos peurs en négociation, on ne sera pas bon négociateur. Le besoin tue en négociation. Le désir va pousser à l'excellence. Et d'où le fait que c'est notre principe numéro 3, c'est qu'il faut avoir la motivation et la discipline de réussir, mais jamais, jamais le besoin. Dès que j'ai besoin d'avoir un accord, je serai moins bon négociateur. comment tu te, comment tu peux te libérer de ces choses-là? Donc au final, se libérer de ces peurs-là, c'est se créer de nouvelles solutions. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un conseil ou des astuces pour justement se créer ces solutions qui à la base ne sont pas Ouais, présentes selon nous? alors bah déjà, ça commence par une meilleure introspection, donc on en revient toujours à CQFD et le psy. Mais les trois questions que moi que je pose généralement sur les personnes que je coach ou que j'accompagne, c'est un, de quoi vous avez peur si vous n'avez pas d'accord? Et donc, je vais avoir un premier niveau de réponse qui est de dire, bah, boum, on s'en fout un peu. Après, on va sur le deuxième niveau qui est beaucoup plus intéressant. Mais de quoi vous avez peur quand vous avez peur de ne pas avoir d'accord? Et là, on va avoir des gens qui vont nous dire, bah oui, bah là, c'est plus compliqué parce que ça reflète les valeurs, je suis pas compétent, c'est un échec dans ma vie, c'est pas ce que je voulais, c'est pas la projection que je voulais. Donc, on va les aider à prendre de la distance par rapport à ça. Et la troisième question, généralement, que je vais poser, c'est pour recabler le cerveau un peu différemment, qui est un recadrage de sens, qui est de dire, si on n'a pas d'accord, c'est quoi le bénéfice pour vous à avoir un non-accord? Et là, généralement, tu vois, je vais avoir des gens qui vont me dire, non, mais on s'est pas compris. Là, s'il n'y a pas d'accord, je prends l'exemple d'une fusion-acquisition ou ce que tu veux, ou d'un deal. Si on n'a pas d'accord, je ferme la boîte. Et j'ai 5 employés qui partent, qui sont au chômage. Et je leur dis, non, mais vous n'avez pas compris la question. C'est quoi le bénéfice? Parce que quand je vous écoute, ça fait 2 ans que vous ne voyez pas le jour. Vous avez la tête dans le guidon, vos enfants, ils savent même plus que vous existez, votre femme, vous êtes à 2 doigts du divorce. C'est quoi le bénéfice pour vous à pas avoir d'accord et à repartir sur un autre sujet? Ah ouais, bah là, ouais, peut-être que j'aurai plus de temps, peut-être que je pourrais refaire ça, peut-être que Et là, tu recables les gens différemment. Tant qu'ils ont peur de dire non, tu pourras pas en avoir des bons négociateurs. Ils seront forcément dans une dimension où ils vont se soumettre. Tu dois retrouver ta liberté de dire non. Tu peux pas demander à ce que l'autre te respecte dans le processus de négociation si toi, tu te respectes pas. Comment est-ce que moi, je te respecte en égo? Je te dis, Julien, je suis d'accord pour accepter qu'on soit en désaccord. J'accepte le non. Et tu es libre de me le dire. Comment moi je me respecte? À n'importe quel moment, ce que tu me proposes, si ça me convient pas, je te dirai non. Et on est entre adultes. Et tu vois, c'est très fort de commencer comme ça. Il n'y a pas de manœuvre, good cop, bad cop, de menace, de bluff. Non. On est entre adultes, tu as la capacité de me dire non, j'ai la capacité de te dire non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour créer un maximum de valeur? Ouais, j'ai l'impression que c'est un taf de dépolarisation que tu fais sur la fin pour justement pouvoir montrer les bénéfices aux inconvénients. Et donc ça, c'est vrai que c'est très fort. Il y a quelque chose qui m'avait marqué dans un accompagnement que j'ai fait il y a pas longtemps. Mhm. Et la personne me dit, tu ne peux pas rentrer dans une relation avec quelqu'un si tu n'es pas capable d'en sortir.
Non, Et intéressant. donc je trouve que ça rejoint aussi un peu cette notion-là de ce que tu mets en Ah, avant super. sur la négo, où c'est très parlant. Et Bon, tu vois, déjà, la seule merci personne beaucoup. avec qui je suis pas capable de sortir de la relation, c'est mon fils. Donc ça se Ouais. recoupe. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer donc bon là, je vais y aller en mode question hyper large et un peu on peut la dégrossir au Yes. fur et à mesure. Je pense que c'est ok. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la science qu'il y a derrière l'influence et la persuasion? Ce que j'entends par là, c'est quoi les leviers et les mécanismes que tu vas chercher à actionner pour favoriser en gros une négo en ta faveur? Parce que, alors je reviens sur ce que tu as dit au début de podcast. euh, En fait, tu joues pas sur peut-être la compétence ou le métier en lui-même. En fait, tu joues sur la mécanique de décision. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des clients qui sont hyper larges, puisque Mm. du coup, la mécanique de décision est quasiment, si je peux dire ça comme ça, la même. Est-ce que Oui, tu peux complètement. C'est nous l'enjeu qui est l'expliquer? différent. Ouais. Ah, Il y a, il y a deux façons de voir les choses. Nous, on segmente l'influence en deux catégories. On va parler d'une influence qui est endogène et une influence qui est exogène. L'influence endogène, c'est au niveau du cerveau, au niveau vraiment de la façon dont il va prendre des décisions. Il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits, beaucoup d'avancées là-dessus, notamment depuis 2001. On a Kahneman qui a eu un prix Nobel d'économie avec un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, qui nous dit que 90% de nos décisions sont prises de manière intuitive. Notre cerveau est feignant, il veut pas trop réfléchir, moins il en fait, mieux il se porte. Il y a un parapluie, il pleut, je prends mon parapluie. Le matin, quand tu fais tes lacets, tu te poses pas la question, tu vois. 2 plus 2, on se pose pas la question. Donc ça va très très bien et ça nous a permis de... Il y a un serpent, je recule. Ça nous a permis de survivre pendant des années. Et il y a 10% à peu près de la mécanique de décision qui est beaucoup plus rationnelle et qui est beaucoup plus compliquée. Là, le cerveau est capable de faire une grosse équation mathématique qui va lui demander du temps, de l'énergie et de la motivation. Il faut trois choses, du temps, de l'énergie et de la motivation. Et là, quand je veux changer de travail, bah, par exemple, mon cerveau il va me dire, OK, mais où est-ce qu'il y a le nouveau travail? C'est qui tes nouveaux collègues? Comment tu t'organises pour la crèche? Comment tu te déplaces? C'est quoi les perspectives d'évolution? Donc ton cerveau, il va additionner des bananes, des carottes et des poires très très bien. Mais ça lui demande de l'énergie. Et en fait, notre quotidien, déjà sur cette partie d'influence endogène, c'est de comprendre le référentiel de notre interlocuteur et de nous dire que s'il rentre dans un processus de négociation, c'est qu'il est dans l'espoir d'un futur bénéfice. Et ça, tu vois, c'est extrêmement important. C'est dans Cialdini, on parle dans son introduction, il y a un tout petit paragraphe, il parle de la loi de l'intérêt sain. Il nous dit que la première source d'influence, c'est de répondre aux problèmes de notre interlocuteur. On ne peut pas avoir d'opportunité en négociation ou dans la vente si on n'est pas nous-mêmes une opportunité pour l'autre. Ça peut paraître couillon dit comme ça, mais c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce que ça veut dire que si l'autre s'assoit à la table de la négo, c'est qu'il attend quelque chose. Sinon, il décrocherait pas quand tu prospectes. Il ferait pas un rendez-vous quand tu lui demandes un rendez-vous. C'est qu'il se dit dans son référentiel, j'ai un espoir, donc c'est de l'incertitude, hein, c'est l'attente d'un succès, l'espoir, espérer en latin, d'un futur bénéfice. Si je suis en capacité de lui faire imaginer ce futur bénéfice, il va se mettre en action. Parce qu'en fait, le futur n'existe pas. Donc si tu modifies la perception de ton interlocuteur, tu vas modifier son comportement dans le présent. Donc nous, notre travail, c'est de jouer sur ce cerveau et de lui faire imaginer un espoir de bénéfice plus important que le coût qu'il aurait à avoir à ne pas se mettre en action ou à faire autre chose. C'est quoi les éléments pour le faire? C'est très simple, en fait. Si j'argumente, je vais créer un principe de réactance. Convaincre, c'est vaincre et con, c'est un préfixe intensif. Et donc, plus je vais vouloir insister sur un point, plus tu vas résister. Le sujet sur lequel tu peux pas résister, c'est si je te pose des questions. Le cerveau, qui a un organe comme le cœur, comme le foie, ne peut pas ne pas fonctionner. Si je te dis, Julien, si tu gagnes 1 million ce soir à 18h30, quelle est la première décision que tu prendras à 18h45? Tu me forces à réagir là, ouais. Et je te force à réfléchir, pas à réagir. Et tu vois, la Ouais. réponse, tu l'as forcément parce que tu as eu un début de sourire. Et en fait, quand tu accompagnes tes clients, que tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça? C'est quoi les bénéfices que vous cherchez? Quel est le coût à passer à côté? Qu'est-ce que les personnes, elles sont en train, dans leur référentiel, qui est le leur, d'imaginer un monde extrêmement positif s'ils se mettent en action ou extrêmement négatif s'ils se mettent pas en action. Et derrière, vu que le cerveau a horreur de la perte, c'est ce qu'on appelle notamment il y a Kahneman L'aversion qui à a la son perte. prix Nobel d'économie là-dessus, la théorie des perspectives, tu vas le mettre davantage en action par rapport à ça. Ce que vous retrouvez dans le marketing avec le FOMO, la peur de perdre quelque chose. Mais c'est pas moi qui dis à l'autre qui va perdre quelque chose ou qui va gagner. C'est moi qui questionne l'autre pour que dans sa réalité,
il a l'impression que ça fasse sens. Et c'est pas qu'il ait l'impression, c'est que c'est la réalité pour lui. Alors peut-être que ça vient nourrir la question de comment on identifie le référentiel d'un interlocuteur, mais en tout cas dans, dans le milieu du closing, tu as ceux qui vont être pour le fait de mettre en valeur une douleur pour appuyer en fait l'importance du problème et donc du bénéfice, et donc ils vont vouloir vraiment tabasser, tu vois, sur ce point-là, et Mhm. d'autres qui vont plus être partisans de la vision. Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne plus que l'autre, ou comment tu trouves le juste milieu? Alors, la recherche montre que si tu mets la douleur en avant, tu mets potentiellement la personne plus en action. Voilà. C'est la théorie des perspectives. Donc c'est vraiment là-dessus que Kahneman a son prix Nobel d'économie avec le travail de Tversky. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux? Si tu fais pendant tout ton premier temps de découverte, qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi les bénéfices que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui ferait que ça serait un succès? Là, la personne, elle se projette avec quelque chose d'extrêmement positif. Donc, tu crées un premier différentiel. Et si dans un second temps, tu le questionnes sur quelles sont les conséquences d'un échec, qu'est-ce qui se passe si vous travaillez pas ensemble ou s'il fait le mauvais choix, quel est le coût pour lui à ne pas être accompagné sur ces sujets, tu crées un différentiel par rapport à sa baseline qui est beaucoup plus important, tu vois, de 2x quasiment. Tu crées le différentiel en haut et le différentiel en bas. Et après, si tu le laisses là-dedans, ben, il va vouloir se mettre lui-même en action pour aller chercher ce qu'il avait imaginé qui était un bénéfice. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. je n'opposerai pas les deux écoles. Au contraire, je dirais que les deux sont extrêmement complémentaires à partir du moment où tu es capable de les séquencer. Un, et c'est ce qu'on fait nous, tu vas chercher quels sont les bénéfices à avoir un accord. Deux, quel est le coût de passer à côté d'un accord et quelle est la valeur qu'il te donne dans un troisième temps. Et là, tu as mis le cerveau dans tous ses émois sur une heure. Il a sécrété de la dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Il a eu à un moment donné peur, donc tu as eu du cortisol et de la noradrénaline. Il se met en action tout seul. Yes. Est-ce que tu as donc là, ça rejoint un peu la notion peut-être de soft skills. Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de dire, tiens, là, je suis en train de trouver un bon levier ou un bon frein. Comment tu repères en fait ces failles-là ou justement ces brèches? C'est c'est pas toujours évident parce que ça peut changer du tout au tout, mais tu le repères sur les émotions de ton interlocuteur. En fait, les émotions qu'il va vivre. L'émotion, c'est ex movare, c'est ce qui met le corps en mouvement. Donc en fait, tu vis une émotion et après tu rationalises un comportement. Euh, mais ton comportement suit l'émotion. C'est-à-dire que si ta conjointe ou ton conjoint te quitte, tu vas pas vivre la même émotion que si tu as gagné au millionnaire à 18h15. Tu te souviens? Et après, tu te mets en mouvement. Donc ça veut dire que dans mon processus de négociation, si je vois des émotions qui sont dites désagréables, euh, eh ben je comprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc je vais les questionner, je vais les creuser, je vais ventiler, je vais demander la compréhension du référentiel de mon interlocuteur. À l'inverse, si je vois de la neutralité ou des émotions qui sont dites agréables, par exemple la joie, c'est que je sais qu'on se rapproche d'un accord, qu'on se rapproche de potentiellement quelque chose qui fait sens. Et puis tant que l'autre me dit pas non dans le processus de négociation, tant qu'il n'est pas sur la rupture, le fait de sortir, et ben en fait, on travaille. Et ça veut dire que tu as une notion de théorie de l'engagement. Plus tu rentres dans le processus de négociation, plus tu investis du temps, plus tu investis des émotions, et plus tu as envie de trouver un accord. Donc plus ta négociation elle dure aussi, plus ça fait sens pour tout le monde d'avoir un accord. Donc ça passe par le questionnement, Ouais. entre autres, pour engager. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres méthodes pour engager la personne, mais pas que par le questionnement? Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler l'influence endogène. Après, tu vas avoir l'influence qu'on appelle dite exogène dans notre travail et qui reprend une grosse partie du travail de Cialdini. En fait, c'est que tu vas travailler sur l'écosystème de la prise de décision de ton interlocuteur à travers. Donc, lui, il identifie six leviers qui sont la réciprocité, la sympathie, tu vas avoir l'autorité, la preuve sociale, la difficulté, l'engagement. Mais tu peux les segmenter en trois dimensions. Un, je travaille à améliorer la relation. Deux, je travaille à réduire le risque. Et trois, je travaille à motiver l'action. Tout simplement. Comment est-ce que j'améliore la relation? Principe de réciprocité et de sympathie. Comment est-ce que je réduis le risque de la prise de décision de mon interlocuteur? Je vais travailler la dynamique d'autorité et de preuve sociale. Et comment est-ce que je motive l'action? En fait, tu as le principe de difficulté ou d'engagement, le fait de l'engager au fur et à mesure dans le processus. Tout simplement. C'est tout simple quand on t'écoute et en même temps ça fait sens, mais c'est très efficace et je te remercie pour ça. Ça me permet aussi d'aller sur un pan de notre activité qui est, je pense, passionnant. C'est la, on va dire la PNL, mais tout ce qui va être lié à la Ouais. psychologie humaine. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que quand j'échange avec certaines personnes, elles vont te dire, bah, moi j'ai fait de la PNL, mais je vois pas comment l'appliquer à la vente. Euh, pour moi, c'est
peut-être justement un signe qu'il y a encore à travailler sur cette approche de la vente, parce que pour moi, un bon vendeur, c'est un bon coach à la base. C'est Mhm. quelqu'un qui va être capable de repérer les croyances limitantes de son interlocuteur et de les casser. Est-ce que tu peux partager un petit peu sur ce sujet-là, ce que tu en penses et peut-être tes références ou autres? Ouais, mais la PNL, c'est extrêmement pertinent. C'est un mathématicien et un linguiste, c'est Grinder et Bandler qui ont travaillé dessus. Leurs premiers écrits sont, moi, je les trouve assez forts. Après, effectivement, dans les années 90, il y a eu beaucoup de commerciaux, de managers, de coachs qui se sont emparés du sujet, qui ont fait des méthodes un peu à tout va, qui ont un peu moins de sens pour moi. Mais la PNL, au départ, c'est de l'hypnose ericksonienne, hein. D'ailleurs, les préfaces, et je crois qu'il y a Erickson, il y a Virginia Satir, et une troisième personne, donc, qui sont des hypnothérapeutes. Ça te permet d'avoir une meilleure compréhension du référentiel de ton interlocuteur, donc c'est génial. Tu as Robert Dilts, qui est une des personnes qui a travaillé avec Grinder et Bandler, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Slate of Mouth, qui est génial sur le recadrage, tu vois, pour les commerciaux. Donc, si tu veux, ce sont des outils qui vont venir t'aider. Est-ce qu'en soi c'est suffisant? Non, je pense qu'il faut une vraie formation de sales, de closing à côté, pour comprendre la mécanique, parce que tu fais pas d'un psy un bon commercial. Bien Mais sûr. quand tu le rajoutes à ta compétence métier de la vente, bah, ça te permet d'avoir un champ des possibles qui soit à toi, qui est encore plus large. Recadrage qui est pour moi indispensable pour le traitement des objections, justement, qui, je pense, fait vraiment shifter, notamment sur l'anticipation. Je pense qu'en égo, si tu n'anticipes pas bah, à la fois ce qui peut bien se passer, mais surtout ce qui peut mal se passer, c'est que tu as un petit peu foiré ta négo. Tu as un framework pour le traitement des objections. Il me semble d'ailleurs, tu as un jeu de cartes aussi sur ça. Ouais, on avait créé un jeu de cartes, il doit m'en rester encore quelques-unes, mais moi je vais faire les choses très très simples, c'est-à-dire que je vais garder que deux recadrages, le recadrage de sens et le recadrage de contexte. Donc le recadrage de sens, c'est au lieu de dire que le verre est à moitié vide, bah, tu vas dire qu'il est à moitié plein. Et le recadrage de contexte, tu vas dire que en fait le verre il est pas à moitié vide, il est deux fois trop grand. Dans un autre contexte, il pourrait être différent. Tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. C'est recadrage de sens. Tu vas essayer de trouver un contre-exemple et d'expliquer que ce qu'il pense, c'est pas faux. Quand tu as une croyance, elle est forcément aidante en fait pour l'interlocuteur, c'est qu'elle a fonctionné par le passé. Mais c'est de lui montrer que ce qu'il pense, ça a pu fonctionner jusqu'à présent, mais que c'est pas une vérité absolue, que c'est pas écrit dans le marbre et que potentiellement il y a d'autres façons de voir les choses. Et si tu fais ce recadrage de sens, tu lui ouvres ce champ des possibles. Et le recadrage de contexte, c'est lui faire comprendre que dans un autre environnement de temporalité, de lieu d'action ou ce que tu veux, bah, c'est pas toujours vrai. Voilà. On pourrait voir les choses différemment. Mais quand l'autre te donne une objection, quand l'autre te donne sa croyance, tu peux pas, enfin, c'est ma perception, tu peux pas lui dire qu'elle fait pas sens, tu peux pas lui dire que c'est nul, tu peux pas lui dire que c'est, tu vois, tu as beaucoup de commerciaux qui vont essayer de casser cette croyance. Non, c'est d'expliquer que, effectivement, s'il l'a, c'est que dans son référentiel, il a raison de l'avoir. Ce que l'autre nous dit, c'est vrai pour lui. Mais c'est de lui montrer que potentiellement, ça pourrait encore être différent aujourd'hui. Et que s'il prend le risque de se mettre en action, il peut aller chercher un gain ou éviter une perte bien plus importante. Parce que la croyance, elle est là pour protéger l'interlocuteur qui est en face de nous. Il le fait pas pour nous embêter au départ. C'est très égoïste de sa part, ça l'aide à se protéger. C'est que sa compréhension du passé va impacter son comportement du présent. Bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On modifie sa perception du futur pour impacter et modifier son comportement dans le présent. Ça rejoint une phrase que j'aime beaucoup, c'est je ne peux pas influencer quelqu'un que je juge. Donc Ouais. à partir du moment où vous mettez en opposition au système de valeurs et de perception de votre interlocuteur, vous avez perdu d'avance parce que bah, ça vient justement créer cette réactance-là et vous activez beaucoup plus de barrières que de freins. Et pour justement sortir du jugement, pardon, ça implique de mettre de côté votre monde et vos perceptions à vous pour mieux rentrer dans celle de votre interlocuteur et au final se rejoindre sur la fin qui est justement le passage à l'action beaucoup plus simplifié. C'est de faire taire nos peurs. Tu vois, c'est parce qu'en fait, quand tu parles, c'est ta peur qui prend le dessus. C'est que tu as peur que tout ce sur quoi tu as construit ta compréhension fasse pas sens. La peur, c'est une émotion qui est extrêmement forte, hein, dans le processus de négociation. Et c'est ça qui amène, tu vois, j'ai beaucoup de commerciaux, de négociateurs, je suis jamais en accord avec cette phrase qui disent que il faut pas avoir d'ego, ou que l'ego est très mauvais dans le management ou dans le quotidien. C'est pas l'ego. Le problème n'a jamais été l'ego. L'ego, c'est ce qui définit les gens. C'est le moi. Ça pourrait être très freudien, on pourrait le définir aussi différemment. Mais c'est ce qui fait que je fais preuve d'assertivité, c'est ce qui fait que j'ai la niaque, la motivation, la discipline. Le problème n'est pas l'ego, le problème c'est quand j'ai peur, l'ego, le côté obscur devient l'orgueil. Et l'orgueil veut avoir raison. L'orgueil n'a pas d'oreille.
À partir du moment où tu me piques dans mon orgueil, je suis incapable de t'écouter. Je vais faire que parler, 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 parler. Et il est là le problème, en fait, c'est de faire taire son orgueil, c'est de faire taire ses peurs pour embrasser le référentiel de l'autre et accepter qu'on puisse avoir tort ou qu'il puisse avoir tort, on s'en fout. Et c'est de connecter avec, et ça demande de l'humilité, avec la plus grande part d'humanité qu'on a. Tu vois, pour accompagner, je pense notamment à un négociateur, bon, je ne citerai même pas le prénom, mais gendarmerie, qui me disait en fait, comment tu fais preuve d'empathie, donc capacité à comprendre les émotions de l'autre, quand tu es face à un retranché qui est pédocriminel avec ses 2 enfants, avec lui dans la salle. Comment tu fais preuve d'empathie avec une fille de 15 ans qui veut se suicider en se sautant du dernier étage parce que son mec l'a quitté. Et l'empathie, ça peut pas être tu connais rien à la vie à 15 ans, un perdu 10 te retrouver, il te méritait pas. Tu vois, c'est peut-être même avec la personne qui est totalement différente de toi, de dire, bah, peut-être que si, et ça demande de l'humilité, si j'avais vécu ça, si j'avais été violé dans mon enfance, si j'avais été battu par mes parents, si j'avais connu un oncle qui avait fait ça, ça et ça, peut-être qu'aujourd'hui je serais à sa place. Et ce qui m'importe, c'est l'objectif d'abord, c'est de créer cette plus petite phase d'humanité entre nous pour sauver une vie humaine. Tu vois, l'empathie, c'est une compétence qui est extrêmement dure. Ouais, trop galvaudé d'ailleurs, hein. C'est tout le monde dit Ouais, ouais, je suis empathique. et qu'on perd au quotidien. Ouais. Moi le premier, hein. Il y a des situations où je vais perdre ma lucidité et je vais être dans un processus de sympathie, je vais ressentir de la colère, de la joie, plein de choses. Et je dois me recentrer sur moi-même pour être empathique. On a parlé de dépolarisation. Est-ce que tu aurais une autre approche peut-être ou d'autres conseils pour reprendre le dessus sur ces peurs? C'est c'est de faire preuve d'empathie. C'est de mettre des mots dessus. En fait, l'émotion, c'est un messager qui vient taper à ta porte et qui vient t'apporter une lettre. Tu vois, comme un postier qui dit, tiens Julien, tu vois, t'es en colère. Ok, mais je ne suis pas colère. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Je suis en colère parce que je vis ça de telle manière. Et une fois que le messager il t'a donné l'information, c'est bon, il repart. Tu l'as accepté, tu l'as comprise, tu l'as ventilé, c'est basta. J'ai peur. Bah, qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui va menacer mon périmètre ou mon territoire? Comment je trouve une solution? Le problème de l'émotion, c'est que si elle s'exprime pas, si je suis pas capable de mettre des mots, elle s'imprime. Et si elle s'imprime, donc si je la nie, en mode il faut que je sois fort, il faut que je fasse mon closing, je dois assurer pour ça, bam bam bam, le je dois, il faut que, l'émotion elle s'imprime et à terme elle déprime. Tu vois, alors ce que je vais dire est un peu clivant, et j'en suis désolé, mais toutes les personnes qui font des burn-out, c'est des gens qui sont pas empathiques. En fait, elles ont nié ces émotions qui étaient désagréables, jusqu'à un moment donné, ces émotions qui sont désagréables font sécréter du cortisol et de la noradrénaline. À un moment donné, tu te lèves et t'es comme un légume, t'as plus d'énergie. Parce que t'as pas travaillé sur la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, qui sont des hormones qui vont trop booster, que tu retrouves dans le sport. Vu que tu as nié ces émotions, elles viennent t'impacter. Et quand tu accompagnes des gens qui ont fait des burn-out et qui se reconstruisent, avec du recul, ils te diront tous, ah mais je les voyais ces signaux, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je sois fort, il fallait que je paye le crédit, il fallait que je sois fort pour mes enfants, il faut que, je dois que. Et donc en fait, tu nies l'émotion, et forcément quand elle explose, elle t'impacte. Malheureusement. Et donc la première chose que j'ai envie de dire pour des gens qui sont dans des situations de mal-être et tout ça, c'est de ventiler, c'est d'en parler, c'est de mettre des mots. L'émotion, tu vois, elle n'est pas positive ou négative, parce que si tu dis ça, forcément, tu veux te couper de l'émotion négative. Non, elle a une utilité, elle est agréable ou désagréable. Elle vient te dire quelque chose, elle vient te renseigner quelque chose sur ton corps. Et au bout d'un moment, si elle s'exprime pas, c'est la maladie. Tu vois, c'est donc on en revient, tu vois, toujours sur des fondamentaux. C'est pas toujours très compliqué, mais le travail est compliqué. C'est Ouais, je quels sont comprends. les mots que je mets dessus. Qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me rend heureux, et comment je trouve des solutions derrière. Merci beaucoup pour cette valeur et ça fait, enfin, ça apporte beaucoup de précieux conseils. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en égo? Waouh, j'en ai eu beaucoup, hein, des gens extrêmement pertinents. Je pense que ça se retrouve dans la définition. C'est le fait d'accepter que l'autre te dise non. Tu vois, de rester concentré sur toi, de pas vouloir contrôler ce qui dépend pas de toi, les conséquences de ta négo, d'être la meilleure version de toi-même, de vraiment tout ce travail. De Le meilleur conseil en fait, c'est de pas suivre forcément la drogue du oui et potentiellement plus d'aller chercher le non. Tu vois, c'est paradoxal. Il y a un super livre là-dessus. Quand je l'ai découvert, pour moi, c'était une révolution. C'est Jim Camp qui a écrit un livre qui s'appelle Start with No et qui est une pépite. Alors après, qui a été repris notamment par Christopher Voss dans un livre très connu qui s'appelle Never Split the Difference.
mais qui passe à côté de beaucoup de choses de Jim Camp. Mais quand on en revient à Jim Camp, c'est une pépite ce livre. Je transitionne sur ne coupez jamais la poire en deux. Il y a, je- il y a un point sur lequel j'aimerais juste que tu me précises un tout petit peu. C'est pour toi, quelle est la différence entre faire un compromis et la stratégie du win-win? C'est me semble que tu fais une différence. Ah ouais, Et bah, mais alors déjà, il n'y a pas grand-chose qui a à voir. C'est-à-dire que le win-win, qui est la notion de gagnant-gagnant qu'on retrouve dans Harvard, euh, c'est de considérer déjà le jeu comme pardon, la négociation comme un jeu. Tu gagnes ou tu perds dans un jeu. Donc tu vois, tu as une date de début, une date de fin. Euh, Il y a des règles du jeu qui sont partagées. Moi, les personnes avec qui je négocie, il n'y a pas de temporalité. On est sur des temporalités finies. Comme toi, quand tu as closé un client, le but, c'est pas de lui avoir mis à l'envers et que dans 2 semaines, il travaille plus avec toi. Le but, c'est de travailler le plus longtemps possible avec la personne. Donc déjà, il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de règles du jeu parce que tes clients, en fait, ils respectent pas les mêmes règles que toi. Ils ont leurs propres règles. Donc et quand je pense gagner, inconsciemment, toutes les personnes que j'accompagne, elles vont avoir des métaphores guerrières, elles vont vouloir te dire qu'il faut prendre l'ascendant sur l'autre, et forcément, l'autre n'aime pas perdre. Et au bout d'un moment, il arrêtera de jouer. Et on arrive à ce qu'on appelle des jeux à somme nulle, parce que moi, je vais gagner, toi, tu vas le perdre. Et au bout d'un moment, ça va créer de l'animosité. Le but, il est pas de gagner ou de perdre, le but, il est d'obtenir un accord avec quelqu'un qui peut te dire non, d'obtenir le maximum de la situation, tu vois. Il y a pas de volonté de gagner ou de perdre. À la limite, dans ton écosystème, avec tes concurrents, oui. Mais moi, avec mon client, je veux pas gagner. C'est pas un jeu. Je veux juste obtenir le meilleur accord possible pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment un changement de mindset, un changement de paradigme. ouais, Et après, le compromis, bah, c'est que généralement, on va faire des compromis pour être aimé. Et c'est pas le but de la négociation. Le but, c'est d'être respecté. Donc c'est vraiment de comprendre les enjeux de ton interlocuteur et lui proposer des solutions qui sont différentes. On fait le compromis par facilité et pour s'acheter la paix sociale. Parce qu'à un moment donné, je me dis c'est plus simple. En fait, je pense qu'il faut vraiment voir, tu as un coût dans la négociation. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, tu as un coût à payer. Soit on va l'avoir avant, et je vais te dire, écoute Julien, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et ça va pas être facile. On va créer une tension. On va avoir des désaccords. On pourra avoir des moments où on décidera peut-être d'arrêter de mettre la négociation en stand-by. Ça, c'est dur émotionnellement. On va le payer. Mais à partir du moment où on a un accord, en bonne intelligence, tout le monde sera satisfait. On l'a payé avant, tout le monde est content après. Soit je me dis, je rentre dans mon processus de négociation avec toi, et dès qu'il y a un désaccord, je te dis, ouais, ouais, je viens, t'inquiète. Oui, avec plaisir. On est trop cher de 30%. Oui, ben, pas de problème. On diminue nos prix. Donc là, il n'y a pas de coût. Tu vois, tout est très simple. Mais à partir du moment où j'ai un accord, ça va me coûter dans la durée après. Parce qu'à chaque fois que je vais travailler avec toi, je vais dire, oh là là, mais je suis pas rentable avec Julien, j'aurais jamais dû faire ça. Ok, c'est un new logo, mais là, c'est pas tenable. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu vois, ça va me coûter, mais je sais pas jusqu'à quand. Et moi, j'ai des entreprises qui font appel à moi des fois pour des renégociations contractuelles. Tu vois? Parce qu'elles ont eu des accords où, pour être aimées, elles ont donné des accords très facilement, mais dans la durée, c'est pas tenable. Donc, soit le coût, tu le payes avant, soit tu le payes après. Il vaut mieux le payer avant bien sûr. que après. Ouais. Et donc, le compromis, c'est cette volonté de s'acheter la paix sociale. C'est le fait d'être aimé. Couper la parole. C'est de donner à l'autre quelque chose qui nous est important. Parfait, hyper important. Enfin, encore une fois, on montre l'importance de l'approche, de l'intention et de comment on se conditionne avant. Tu parles vraiment souvent des jeux finis et infinis. C'est Simon Sinek qui les mettait en avant. C'est la même Ouais. dynamique, non? Ouais, ouais, il en parle très très bien. C'est de dire que la vie, c'est un jeu infini. Tu sais pas jusqu'à quand tu vas jouer. Le but, c'est de jouer le plus longtemps possible. Et moi, dans mon quotidien, il est là le sujet. Enfin, j'ai pas de volonté de gagner ou de perdre. Juste, je suis passionné par ce que je fais et je suis amené à retrouver certains clients. Ça m'est déjà arrivé hein, que j'ai défendu contre d'autres structures. Les autres structures faire appel à moi 1 an ou 2 ans après. C'est te dire. Tu vois, la notion d'humilité, de respect et de considération pour l'autre est extrêmement importante. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as pu apporter dans ce podcast, Julien. Je mets en avant quelque chose que tu as fait il y a pas très longtemps et que je trouve incroyable, c'est negobrain.ai. Ah, c'est gentil. C'est vraiment une pépite. J'ai découvert ce logiciel, d'ailleurs on me l'a recommandé. Ah, C'est top. Jean-Pascal Oui. Mollet qui me l'a recommandé. Je Et l'ai testé aussi pour moi et je l'ai testé pour des problématiques perso. ouais. Et c'est incroyable comment l'outil résonne, fonctionne. Il y a un nombre de fonctionnalités en plus
en fait, tu le fais s'adapter. Bon, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, Non, mais non, je le mais trouve vraiment incroyable. t'en parles très très bien. Déjà, je remercie Jean-Pascal Mollet, qui est un grand professionnel de la vente, hein, et qui a travaillé aussi sur les disques et tout ce qui est comportement, euh, et qui a eu vraiment la gentillesse en plus de venir sur une masterclass chez moi 2 jours pour se former pour mieux comprendre mon référentiel. Et en fait, on a créé NegoBrain, c'est un outil d'aide à la négociation qui est assisté par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu mets la situation que tu es en train de vivre et tu as l'outil qui te donne une réponse personnalisée, 100% personnalisée pour toi, disponible 24 heures sur 24, H24. Et c'est une révolution parce qu'on est les premiers au monde à faire ça. Donc on est encore en train de travailler à améliorer l'outil. Mais c'est quelque chose qui est très puissant parce que ça permet de rassurer certaines personnes en disant, bah voilà, tu peux le faire de cette manière, ils ne le savaient pas forcément, ou d'ouvrir les chakras sur d'autres façons de faire. Ouais, la manière dont l'outil il a de comprendre, d'accord, c'est Oui, fort, mais de comprendre ton besoin, ton objectif, donc qui te force à mettre un objectif, et les différents scénarios qu'il te propose, je les trouve vraiment hyper accurate, vraiment très ouais, précis. Donc bravo ouais, pour ce c'est gentil. travail-là, c'est vraiment un beau taf. Donc negobrain.ai, Ouais, bah, c'est je le gentil. recommande vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses, comment est-ce qu'on peut te retrouver et est-ce que tu as d'autres Sur- choses à mettre en avant? Non, mais sur LinkedIn, les gens peuvent me retrouver assez facilement. On essaye de publier depuis quelques mois beaucoup de contenu gratuit. On a des newsletters, on a du e-learning. Moi, les gens trouveront ce qui fait sens pour eux à partir du moment où ils me trouvent sur LinkedIn. Il y a pas mal de choses qui est à disposition. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Juste, ça a été Pour moi. pépite sur pépite. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne après-midi et puis encore Merci. merci pour ta présence. À très vite. Merci Julien pour Salut. l'invitation. Salut.